Français parlent aux Français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à la Fondation de la France Libre dans le cadre de ce cycle de conférences qui nous permet aujourd'hui de vous proposer une conférence à deux voix. Nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Anne Freyss, qui est professeure spécialisée en patristique latine et présidente de l'université Paul Valéry et Montpellier III, et également l'un de nos historiens du conseil scientifique de la Fondation de la France Libre, c'est Jean-François Murassiol, que nous accueillons avec un immense plaisir également, qui est professeur d'histoire contemporaine à l'université Paul Valéry de Montpellier III, qui a notamment publié Les Français libres, l'autre résistance, chez Talandier en 2009, et co-dirigé le dictionnaire de la France libre chez Robert Laffont en 2010. Auteur de nombreux ouvrages sur l'histoire et l'épopée des Français libres. Alors, cette conférence, qui a pour thème Gaston Georges Bizien, médecin-colonel, qui a occupé de nombreux postes en Afrique dès 1917, et notamment à Brazzaville. Alors, c'est un Français libre de 1940, l'un des acteurs du ralliement du Congo à la France libre, qui fut également speaker, comme nous allons le voir, donc sur Radio Club, puis Radio Brazzaville. Alors, cette conférence est un dialogue entre l'historien Jean-François Murassiol et Anne Freyss, la petite fille de Gaston Georges Bizien. Anne Freyss nous fera découvrir de nombreux documents d'archives concernant son grand-père. Nous allons même entendre sa voix. Nous avons donc de la chance, et c'est une conférence exceptionnelle que nous allons vivre et que nous sommes très heureux de partager avec vous. Bonjour à tous les deux. Et nous allons pour commencer laisser la parole à Jean-François Murassiol pour la présentation historique. Bonjour Jean-François Murassiol. Merci beaucoup, cher Christophe Bayard. Bon, je serai rapide. Les stars de la conférence, c'est Mme Freyss, c'est pas moi, bien évidemment. Non, blague à part, je voudrais très sincèrement remercier la Fondation de la France Libre et son secrétaire général, Christophe Bayard, d'avoir maintenu la programmation de la conférence que propose aujourd'hui Mme Freyss et que j'ai le grand plaisir donc d'introduire. Cette conférence présente à mes yeux deux grands intérêts, vous l'avez dit déjà partiellement. Elle permet tout d'abord de revenir sur le ralliement du Congo-Brazzaville ou du Moyen-Congo à la France libre, en exhumant le rôle de personnages qui étaient jusque-là demeurés relativement dans l'ombre, et en particulier donc le grand-père d'Anne Freyss, le médecin-colonel Gaston Bizien, qui dirige à ce moment-là, à l'été 1940, avant le ralliement, les services sanitaires du Congo. Donc. En outre, cette conférence permet, vous l'avez dit aussi, d'exhumer des documents vraiment exceptionnels, et en particulier, nous l'écouterons tout à l'heure, l'enregistrement d'un discours prononcé par Gaston Bizien au micro d'un poste qui s'appelait encore Radio Club avant de devenir Radio Brazzaville, un discours de novembre 1940, et qui constitue, je le crois, sous réserve, l'un des très très rares et peut-être même l'unique discours radiophonique dont l'enregistrement nous soit parvenu jusqu'à nos jours. Et donc vraiment c'est un document très très rare. Je n'avais jamais entendu, à titre personnel, des discours prononcés à ce moment-là lors des journées des Trois Glorieuses, ou juste après, ici, donc nous sommes à l'automne 1940. Alors, permettez-moi d'introduire en quelques mots Madame Freyss. Vous l'avez dit, cher Christophe, Anne Freyss est professeure de latin à l'université Paul Valéry de Montpellier, dont elle est la présidente, d'ailleurs redevenue la présidente depuis la fin de l'année précédente. Nous sommes donc collègues et nous nous connaissons depuis de longues années, et pourtant nos relations n'avaient aucun rapport avec la France libre jusqu'à ce que Anne Freyss, qui savait bien sûr que son grand-père Gaston Bizien avait été Français libre, entreprenne de vider le grenier de la maison familiale des Pyrénées-Orientales. Et là, si j'ose dire, ce fut le jackpot, mais je lui laisserai le soin et la primeur du récit de ses découvertes. Alors, avant cela, je me permettrai d'ajouter quelques mots pour rappeler simplement le contexte historique du ralliement du Congo à la France libre. Alors, bon, tout cela est bien connu, mais ça permettra peut-être un petit peu de cadrer les choses. À la fin du mois de juillet 1940, après que le gouverneur du Tchad, Félix Éboué, s'est secrètement rallié à lui, le général de Gaulle décide de former une petite équipe, équipe composée de civils comme René Cassin, ou de militaires, les trois capitaines, comme on les appelle, Leclerc, Étienne de Balambert et Diot, pour susciter le ralliement de l'AEF. Et au même moment, il associe également le colonel
de l'Armina à ce projet, de l'Armina qui est l'ancien chef d'état-major des troupes du Levant, et qui a déjà tenté en vain de susciter le ralliement à De Gaulle, du Levant précisément, et de Djibouti. Et il va revenir à l'Armina le soin, donc, la lourde charge d'assurer désormais le basculement du Congo. Alors, je rappelle simplement les principales étapes chronologiques. Le 9 août, en provenance du Caire via Khartoum, l'Armina se pose à Lagos, au Nigeria. Alors, tout est romanesque dans cette histoire. Il dispose d'une sorte de vrai-faux passeport ou de faux-vrai passeport sous le nom d'un certain D'Entraigues, professeur canadien qui, curieusement, ne parle pas un mot d'anglais. Bon, très bien. Et à Lagos, donc le soi-disant professeur D'Entraigues, l'Armina, prend contact avec les autorités britanniques et particulièrement avec le gouverneur du Nigeria, Bernard Bourdillon, particulièrement francophile et qui va jouer un rôle très important dans le soutien qu'il apportera à cette entreprise. L'Armina rencontre aussi à ce moment-là à Lagos, nous sommes autour des 10-15 août 1940, il rencontre les conjurés qui arrivent de Londres, les Leclerc, Pleven et autres, et ensemble ils mettent au point, disons, le plan de basculement, enfin ils précisent plutôt le point de basculement de l'AEF. Disons-le clairement, il s'agit d'une série de putschs, en réalité, de putschs anti-vichistes, ce qui ne déplaît pas du tout aux non-conformistes, voire à l'aventurier qui a toujours sommeillé chez l'Armina. Le 19 août, donc, l'Armina atterrit sur le Stanley Pool, dans le gros hydravion que le gouverneur Bourdillon donc, a mis à sa disposition. Et à Léopoldville, l'actuel Kinshasa, l'Armina trouve à présent l'appui du gouverneur général du Congo belge, Pierre Frickmans, ainsi que d'un petit groupe de civils et de militaires français, comme le lieutenant Moitessier, qu'il avait connu au Caire quelques semaines auparavant. Précisons peut-être, pour ceux qui ne le sauraient pas, que les deux capitales coloniales, Léopoldville, l'actuel Kinshasa d'un côté, et Brazzaville du côté français, ne sont séparées que par l'immense Congo, large à peu près 6 km à cet endroit, mais que l'on peut traverser assez facilement en pirogue ou par des canaux à moteur. Donc, depuis Léopoldville, l'Armina et sa petite équipe multiplient des émissions de radio, déjà la radio, des émissions de radio, grâce à un poste prêté par la mission jésuite belge de Léopoldville, et ils rédigent également des tracts qu'ils parviennent à faire parvenir de l'autre côté du fleuve. Alors, à Brazzaville, au même moment, précisément, de l'autre côté du fleuve, comme d'ailleurs dans toutes les colonies d'AEF au même moment, les choses bougent. Le médecin général Cissé a monté un comité d'action secret, bon, c'est le nom qu'il porte, auquel, nous le verrons, il est fort probable que Gaston Busien ait été associé dès le début. Henri Malbrand, le chef des vétérinaires d'AEF, organise de son côté une ligue patriotique, et donc, je le disais, il est tout à fait probable, et même je pense que vos documents en apportent la preuve, que Gaston Busien a été associé à ces groupes dès le début. Plusieurs éléments étayent cette hypothèse. D'abord, la proximité professionnelle. On notera l'importance des milieux médicaux, vétérinaires dans cette entreprise de subversion, en quelque sorte. En outre, la position sociale de Busien est très intéressante. Il anime la très active association des Bretons de la colonie. Nous reparlerons du rôle des Bretons. Et enfin, la vigueur de ses sentiments patriotiques, démontrés par les documents que vous apportez, constitue encore un autre élément. Cissé trouve également l'appui décisif du commandant Delange, qui commande un détachement du bataillon tirailleur du Tchad, qui est stationné à ce moment-là à Brazzaville et qui, on va le voir, va jouer un rôle décisif dans le ralliement de la colonie. Les choses s'accélèrent à partir du 26 août. Ce jour-là, à Fort-Lamy, l'actuel N'Djamena Eboué proclame donc le ralliement du Tchad à la France libre. Le lendemain, c'est Leclerc, arrivé lui aussi en pirogue au Cameroun, qui proclame le ralliement du Cameroun, et l'Armina décide alors d'accélérer le mouvement. L'opération prévue initialement pour le 29 donc, va avoir lieu le 28. L'Armina est d'autant plus pressé d'agir que le général Husson, le gouverneur général de l'AEF depuis la fin du mois de juillet 1940, resté fidèle à Vichy, on verrait contre tout, organise la répression. Il oppose une fin de non-recevoir aux offres de ralliement que lui transmet l'Armina, et à partir des 25, 26, 27, il fait surveiller ou mettre aux arrêts à Brazzaville tous ceux qu'il suspecte d'être liés au complot, dont Gaston Busien, qui nous le verrons, est mis aux arrêts de rigueur à son domicile durant ces journées sensibles. En outre, le gouverneur général Husson fait relever les tirailleurs Sarah de Delange, et les fait remplacer donc par des tirailleurs plus sûrs de l'ethnie locale des Bakongo, mais nous verrons que cela ne suffira pas. Et précisément donc le 28 au matin, les hommes de Delange passent à l'action. Sans coup férir, ils prennent les points clés
de la ville et mettre à son tour le gouverneur Husson aux arrêts. Nous sommes donc là le 28 au matin. À 15h, l'Armina arrive à Brazzaville en provenance de Léopoldville et prend le commandement du Congo au nom du général de Gaulle. Et le soir, vers 19h, donc l'Armina annonce à la radio le ralliement de la colonie à la France libre, et Gaston Bizien prononce à cette occasion-là un autre discours dont malheureusement, dont nous avons le texte, mais malheureusement pas l'enregistrement. Qui sait, peut-être le découvrira-t-on un jour dans un fonds d'archives. Voilà, disons, rappeler les grandes lignes, les grands traits de ce ralliement, et je cède désormais la parole bien volontiers à Madame Anne Freix. C'est à vous, chère Anne. Merci. Quand on lit des ouvrages sur les quelques jours d'août 40 où Brazzaville est devenue la capitale de la France libre, on a en détail les épisodes de la prise de pouvoir militaire et civile, mais il est un aspect des choses qui est résumé en quelques lignes ou même carrément ignoré. C'est le rôle d'une petite radio privée, Radio Club. Il est dit que Radio Brazzaville, qui a tenu l'antenne à partir de décembre 40, est issue de Radio Club. Mais en fait, ce qui s'est passé entre juin 40 et décembre 40 est ignoré faute d'archives. Or, les documents que j'ai retrouvés sont justement en quelque sorte les archives de Radio Club, des archives privées, puisque c'était celles de mon grand-père. Mais ces archives comportent les interventions écrites et lues par mon grand-père et qui fut pendant plusieurs mois le speaker unique de cette radio. Cette radio qui est la voix de la première radio française libre, celle qui annonça le 28 août 40 que Brazzaville devenait la capitale de la France libre. Et ça, c'est un détail de l'histoire, en fait, qui est assez peu connu, je crois. Et c'est des quelques mois de cette radio et des hommes qui en ont fait l'expression très précoce du ralliement au général de Gaulle que je vais vous... C'est cela que je vais vous présenter. Alors peut-être rapidement d'abord la biographie de mon grand-père. Gaston Bizien est né à Douarnenez, dans le Finistère, le 9 juin 1891. C'est le dernier enfant d'une fratrie de 7 et il est orphelin de père à 9 ans. Il va être engagé volontaire comme matelot infirmier, et d'ailleurs j'ai une petite photo, voilà, c'est le grand barbu de cette photo qui doit dater de 1913. Donc, d'abord matelot infirmier, il fait ses études de médecine à l'école de santé de la marine et des colonies de Bordeaux. Ensuite, il fait la guerre contre l'Allemagne de 14 à 17 comme médecin auxiliaire. Il n'a pas encore son diplôme de médecin. Puis il est envoyé en Afrique équatoriale française au régiment indigène du Gabon. Donc il obtient son diplôme de médecin en 1920 et participe alors à la guerre du Levant jusqu'en 1922. De 23 à 27, il fait un premier séjour à Brazzaville, puis de 28 à 30, il est envoyé dans l'établissement français d'Océanie, donc à Tahiti. De 32 à 33, il est de nouveau en AEF, mais cette fois-ci au Sénégal, où il s'occupe du service de prophylaxie antipesteux. De 34 à 35, il fait campagne dans le Ciné-Saou et le Baol. Puis après quelques années en Côte d'Ivoire, il retourne à Brazzaville en janvier 1940. C'est de cette époque qu'on va parler. Donc en janvier 40, avec le grade de colonel, au service d'hygiène urbaine et de prophylaxie, sous la direction du médecin général des troupes coloniales, Adolphe Cissé. Il est rallié de la première heure au général de Gaulle. Il participe en août 40 aux Trois Glorieuses qui vont faire de Brazzaville le cœur de la France libre. Il est à l'époque le speaker de la radio locale, Radio Club, qui est une radio de brousse qui va évoluer vers Radio Brazzaville. Alors, à cette époque, il a été rayé des cadres de l'armée par le gouvernement de Vichy. Et ça me permet d'avoir un document qui est très particulier parce que, comme il est rallié au général de Gaulle de la première heure, il a ce que peu de gens ont eu, je crois, et en tout cas il n'en reste sans doute pas beaucoup d'exemplaires, il a une carte d'identité d'officier de l'armée de la France libre. Voilà.
Et ça, j'avoue que je n'avais jamais vu avant un exemplaire de ce type. Et c'est avec beaucoup d'émotion que je l'ai retrouvé dans les papiers de mon grand-père. Et il aura par la suite, ayant été rayé des cadres, il aura par la suite une nouvelle carte d'identité d'officier de l'active, mais qui arrivera en août 1945 et qui n'est pas signée parce qu'il est mort très peu de temps après et qu'elle ne lui est pas parvenue. Donc il sera réintégré en fait dans les cadres de l'armée française à partir du 1er janvier 1944. Il est blessé à la jambe dans l'accident d'avion de Bitam au Gabon au cours d'une mission d'inspection le 7 février 1941. Cet accident où le nouveau gouverneur du Gabon de l'AEF libre, le lieutenant-colonel André Parent, trouve la mort. Et mon grand-père donc succombera donc en service, hein, donc il est noté mort pour la France, des suites tardives de ses blessures le 2 décembre 1945. Et à ce titre donc il est mort pour la France. Il laisse une veuve et 3 orphelins à peine adolescents qui deviendront pupilles de la nation. Et son corps est rapatrié en janvier 1945. Au cours de sa carrière militaire, il a reçu de nombreuses décorations, enfin en tout cas plusieurs, mais je trouve qu'il y en a déjà beaucoup. Donc il a la médaille coloniale avec la graphe AEF en 1918, la Légion d'honneur en 1927, la médaille des épidémies en 1928. Il est officier de l'ordre de l'étoile noire du Bénin en 1933. Il a la croix de guerre en 1936. La médaille de la résistance française qui lui est remise par le général de Gaulle en janvier 1944. Donc là on a une photo, voilà, c'est le dernier ici, pendant la remise de sa médaille de la résistance. Il a la médaille coloniale avec agrafe de l'Afrique française libre le 19 juin 1944 et la médaille interalliée de la victoire. Et il a aussi quelque chose d'extrêmement important pour la période que nous allons étudier d'un peu plus près, c'est une attestation de l'insigne commémoratif Brazzaville, 28 août 1940, et ce qui est précisé dessus, c'est en souvenir de la contribution active qu'il a apportée au ralliement de la capitale de l'Afrique équatoriale française à la France libre. Voilà. Et ça aussi, et c'est signé d'Adolphe Cissé, et aussi du colonel Delange et du colonel de Boissoudi. Et je crois que là aussi c'est un document assez rare. Alors comment ces documents sont arrivés entre mes mains? Cette histoire de ma famille qui a croisé la grande histoire, si je peux dire, je l'ai toujours connue, mais en fait comme des épisodes familiers que me racontait ma mère, qui a perdu son père à 13 ans, et ma grand-mère, bon, qui a survécu 33 ans à son mari, mais qui est morte quand j'avais 18 ans. Et c'était donc une histoire vécue, mais dont je ne faisais pas directement à cet âge-là le lien avec celle des livres. D'abord aussi parce que c'était une histoire douloureuse hein, pour ma mère et ma grand-mère qui avait perdu un père et un mari tendrement aimés, qui ne parlaient pas beaucoup de cette période-là précisément. Et il y a 2 ans, en rangeant une armoire, une de mes sœurs a retrouvé un disque que l'on croyait perdu, un disque enregistré spécialement pour ma grand-mère, juste après le même mois d'ailleurs, le décès de mon grand-père, par un technicien de Radio Brazzaville, sur la demande de ma grand-mère, qui dit dans la lettre qui accompagne cette demande, pour que ses enfants puissent encore entendre la voix de leur père. Alors c'est intéressant parce que c'est à la fois pour nous évidemment un document familial, mais comme cet enregistrement, c'est l'enregistrement d'un disque, d'un discours que mon grand-père a prononcé à la radio, c'est aussi un document historique, et comme vous l'avez dit, Jean-François, c'est sans doute un document historique unique. Et c'est intéressant de voir se regrouper là, histoire familiale et histoire. Donc les 2 faces de ce disque, l'un est daté d'1 mois avant sa mort, en 1945, mais l'autre est un discours de 1940 intitulé « Saobreds », debout Bretagne, adressé aux Bretons pour les inciter à rejoindre le général de Gaulle et la France libre. Mon grand-père était à l'époque le président de l'association des Bretons de l'AEF.
Alors c'est un disque pâté, lui-même le support est une curiosité, c'est un disque pâté qui se lit à l'envers, du centre vers l'extérieur. Un disque dont la taille est entre un 45 tours et un 33 tours. Ma mère ne l'avait jamais entendu, puisqu'il faut le lire à l'envers, et que pas tout à fait... Et donc, la sachant condamnée, et voulant lui faire la dernière joie d'entendre la voix de son père, après 73 ans, j'ai fait avec l'accord de mes sœurs un don de ce disque à la Bibliothèque nationale contre une copie enregistrée. Voilà, et c'est ce disque-là, la face B de ce disque, que vous allez entendre maintenant. C'est donc une allocution de novembre 40, prononcée par mon grand-père, comme l'ont entendu ceux qui écoutaient en 40 Radio Club, la radio brousse de Brazzaville. Et on précise qu'une copie a été envoyée à Londres, à la BBC, en 40. Debout, Bretagne. Debout, les gars de chez nous. Toujours, depuis les plus anciennes époques, le vieux cri a retenti lorsque la terre des aïeux a été menacée. Jamais l'envahisseur n'a pu se fixer sur notre sol. Le Boche, comme les autres, en sera chassé. Sao Braise, debout Bretagne. Ce n'est pas pour la horde des Germains barbares que nos pères ont de leurs mains créé ces trésors d'art qui se rencontrent jusque dans nos plus petites bourgades. Ce qui nous a été légué par eux sera pieusement transmis par nous à nos fils. Sao Braise, debout Bretagne. Nous, les Celtes rudes et loyaux, nous avons fait alliance avec ceux qui, comme nous, veulent libérer le monde de la barbarie teutonne. Fidèles à notre serment, nous nous levons résolus et nous lutterons jusqu'à la mort avec nos alliés. Sao Braise, debout Bretagne, la France est envahie. Laisserons-nous souiller notre mer sans défense par les barbares? Toujours depuis que la France existe, les Bretons ont lutté pour leur patrie. Depuis les compagnies de Duguesclin, combien de sang bretons n'est-il pas coulé pour elle? Nulle province n'a fait plus que la nôtre, nul Français n'a été plus patriote que nous. Sao Braise, debout Bretagne, mais attention, pas d'imprudence inutile faisant le jeu de l'ennemi. Beaucoup de tes fils sont déjà groupés et portent librement les armes. Bientôt, ceux-là reviendront au pays et ce sera un grand jour. Alors, nous vengerons de compagnie nos martyrs, nos femmes et nos sœurs, et le nazi ne saura où se cacher pour échapper à nos coups. Sao Braise, debout Bretagne. Nombreux sont ceux qui ont passé la mer pour rejoindre la France libre. Ceux-là sont bien des gars de chez nous qui marchent têtus et forts, les yeux fixés sur leur but, coude à coude, sous la croix de Lorraine, avec les gars des autres provinces françaises. Bientôt, Bretagne, tu les verras fouler ton sol en libérateur. Sao Braise, debout Bretagne, et vous, nos matelots, si nombreux dans la marine de France, je vous connais, je suis moi-même de Douarnenez, où sont formés de rudes marins. Combien parmi vous ont déjà prouvé leur vaillance contre l'ennemi Boche? Combien d'autres ragent en silence de ne pas reprendre le combat? Tenez-vous prêts, car bientôt vous pourrez tous mener la danse où vos grosses pièces battront la mesure. Jamais Frigolins et Macaroni n'auront dansé pareil Jabadao. Sao Braise, debout Bretagne. Régulièrement, ceux de chez nous se réunissent sur les coins de terre d'Afrique où se reconstitue l'armée de France. On parle du pays, on pense aux siens qui seront bientôt délivrés. On retrouve des amis ou des parents. Rien n'apporte plus de réconfort que de constater notre unanimité de pensée. Bon sang ne peut mentir. Les Celtes forment un bloc uni dans la volonté de vaincre.
Alors comme vous voyez, en fait, ce disque s'interrompt, il manque quelques lignes. Et je vais donc vous lire ces quelques lignes, parce que vous voyez qu'on est en novembre 40 et qu'on parle très directement du ralliement au général de Gaulle. Saubretz, debout Bretagne, bientôt retentira ce cri. Nous nous retrouverons tous serrés en bataillon épais sous les ordres du général de Gaulle, et notre victoire sera telle que de longtemps, les hordes barbares ne pourront se reconstituer, et que les fils de nos ennemis frissonneront d'effroi pendant de nombreuses générations au souvenir du châtiment de leur père. Saubretz, Evitar Galec, debout Bretagne, pour la France. Donc c'est signé le docteur Bizien, novembre 1940. Ça a été lu à Radio Brazzaville. Et il est précisé sur les documents que j'ai que le disque enregistré pour la BBC a été envoyé pour l'émission de Londres. Donc il est possible qu'il existe aussi des traces de cela dans les archives de Londres. Alors j'ai ensuite trouvé dans notre maison de famille à Marquichane, un petit village près de Perpignan où repose mon grand-père, une série de documents conservés dans un carton à dessin au fond d'un tiroir depuis 75 ans. C'est d'ailleurs pour ça sans doute qu'ils sont en très bon état. Et je pense qu'ils ont été rapatriés avec le cercueil de mon grand-père en janvier 1946. Et ces documents sont une aide précieuse pour reconstituer la fin de l'année 40 à Brazzaville, les 3 jours des Trois Glorieuses et la naissance de Radio Brazzaville. On y trouve toute une série de textes, des émissions signées et prononcées justement par le médecin colonel Gaston Bizien au poste de Radio Club puis de Radio Brazzaville. J'ai à peu près une trentaine de ces discours prononcés à la radio. Mais on y trouve aussi une intervention du général Larmina, un message du gouverneur général Eboué, des télégrammes officiels, des textes donc que j'ai listés chronologiquement et qui ont l'avantage de se recouper, de se compléter, ce qui est toujours très précieux pour les historiens parce que ça donne une base très fiable. Alors je vous en ai sélectionné quelques-uns dont je vais vous faire pas mal la lecture. C'est la voix de ces hommes-là que je voudrais que vous entendiez plus que la mienne. Alors ces textes sont tapés à la machine sur du papier pelure d'un format inhabituel de nos jours, voilà, en interligne extrêmement serrée, sans doute par économie, enfin en tout cas je le suppose, mais vous voyez si on regarde ces documents, voilà, ils sont un petit peu fragiles. Vous en aurez... Voilà. Vous avez la primeur. Donc ils sont écrits de façon très serrée et il y a aussi un petit livret qui est daté du 1/7/43 sur un même support et qui est un résumé de l'histoire de Radio Club de Brazzaville. Voilà. Et avec 2 pages consacrées à la collaboration à la radio de mon grand-père. Tout ça, c'est des archives évidemment personnelles. Et c'est pour ça que j'ai centré cette conférence sur ces jours-là. Donc c'est l'histoire de cette radio et de ces hommes qui se sont ralliés sans hésitation. Et c'est très impressionnant pour l'époque, vous allez voir le ton de ces textes, qui se sont donc ralliés sans hésitation au général de Gaulle en 1940 à Brazzaville, que je vais vous raconter en suivant l'ordre chronologique de ces documents et à travers l'analyse que mon grand-père a faite des événements qu'il a vécus, et en particulier de ces jours d'août 40, que l'on appelle les Trois Glorieuses, et où s'est joué en Afrique le sort de la France libre. Alors rapidement, qu'est-ce que c'était que Radio Club avant 1940 ? Le Radio Club fut créé en avril 1936 par messieurs Boileau et Cruveilhier pour les auditeurs des colonies qui recevaient avec difficulté les postes européens. C'est donc un poste privé sur fond personnel et de faible puissance. Au départ, il fait 25 watts. Il y a quelques précisions techniques comme ça qui sont assez intéressantes, semble-t-il. Et Jean-François m'a dit qu'il fallait les changer dans les livres parce que ce n'étaient pas les bons. Voilà. Et il commença à fonctionner 2 fois par semaine à 19h à partir de novembre 1936. En 1938, un poste plus puissant de 50 watts est construit par M. Boileau. Et en septembre 1939, l'émission devient quotidienne pour transmettre les nouvelles de la guerre. Donc il y a eu d'abord quelques premiers speakers, messieurs Chérubin, Tellier et Delpech,
Puis à partir de janvier 40, eh bien, le colonel Gaston Bizien devient le seul speaker de Radio Club. À cette époque est monté un poste encore plus puissant, 150 watts. Donc à ce moment-là, Radio Club dispose de 2 postes, un de 50 watts et un de 150 watts. Et la portée, semble-t-il, enfin, d'après les auditeurs qui en ont témoigné, atteignait le Sénégal, l'Afrique du Nord et même parfois, sans doute par beau temps, le sud de la France. Alors voici l'activité de la radio du club telle qu'elle a été décrite par mon grand-père. On présentait des disques, il y avait des causeries sur les auteurs et les œuvres, puis diffusion pour les broussards, des nouvelles publiées par les journaux locaux ou par divers postes, surtout celles à caractère patriotique. Le début de la résistance, là je vais vous lire des passages qui sont les passages des récits de mon grand-père, soit dans des allocutions qu'il a prononcées, soit dans le petit fascicule Radio Club de Brazzaville, là qui résume l'histoire. Voilà donc ce qu'il écrit. Lorsque se produisit l'armistice et que le général de Gaulle lança son appel aux Français, nous vîmes de suite quel rôle important pouvaient remplir nos émissions. Je m'ouvris au médecin général Cissé de mon intention d'attirer le plus possible vers le général de Gaulle ceux qui pouvaient hésiter ou ne pas comprendre où se trouvait leur devoir. Il approuva naturellement mon effort. Des difficultés se présentèrent de suite, car dès le début, nous n'avions pas caché, Boileau, Ribes et moi-même, notre résolution de suivre le général de Gaulle. Comme président de l'association des Bretons, j'avais même remis à Boisson une motion de notre bureau très énergique à ce sujet. Nous étions donc non pas suspects, mais bel et bien convaincus d'hostilité aux représentants de Vichy. Alors j'ai dans les documents de mon grand-père ce manifeste qui montre la précocité de son ralliement et de celui de ses compagnons au général de Gaulle. Donc là, ce que je vais vous lire, c'est le manifeste remis le 26 juin 1940, c'est-à-dire une semaine après le discours du général de Gaulle, à M. Boisson, alors gouverneur général de l'AEF, au nom du bureau de l'association des Bretons de l'AEF. Donc ça a été remis par le docteur Bizien, Balu, Bonnet. Au nom de toutes les traditions d'honneur, de courage et de loyauté de leur race, au nom des 250 000 des leurs morts pour la France de 1914 à 1918, et de ceux plus nombreux peut-être encore tombés dans ces dernières semaines, fidèles à leur devise « Potius mori quam foedari », à laquelle jamais Breton n'a failli, les Bretons d'AEF déclarent se refuser à traduire leurs alliés et attendent de leur président d'honneur, monsieur le gouverneur général de l'AEF, le geste sauvegardant leur honneur. Au nom des Bretons de l'AEF, le bureau, Dr Bizien, Baluet, Bonnet, Le Guadet, Sanson, Le Corré, Sully. Copie de ce manifeste était en même temps adressée au général de Gaulle. Alors voici, à partir de ce mois de juin, le récit des activités de résistance du Radio Club entre juin et août, raconté au micro de Radio Brazzaville par mon grand-père le 14 août 1943. Donc je vais vous lire des extraits de ce rappel, et il est précisé dans les documents que j'ai que cela fait partie d'une série de disques enregistrés par quelques-uns de ceux ayant pris une part active au mouvement de libération de l'Afrique libre. Donc voilà ce texte donc radiodiffusé. Dès l'annonce de l'armistice, un groupe résolu de Français de Brazzaville se décida coûte que coûte à poursuivre le combat. Chaque jour, nous attendions anxieusement l'annonce d'un redressement français, l'appel d'un chef. Ce jour vint enfin, et l'appel du général de Gaulle nous traça à tous notre devoir. À cette époque, j'assumais le rôle de speaker au poste émetteur du Radio Club de Brazzaville, poste privé monté par un ingénieur d'un ardent patriotisme, M. Boileau. Nous comprîmes de suite l'importance que pouvaient acquérir nos émissions, fidèlement suivies par de nombreux auditeurs dans les colonies françaises et étrangères d'Afrique. Je m'en ouvris au médecin général Cissé qui nous encouragea dans nos projets, et à partir de ce jour, rusant avec la censure, je m'efforçai de diffuser au micro des extraits de journaux, des coupures glanées çà et là, présentant les événements sous un jour favorable au mouvement du général de Gaulle. Il fallut être prudent. Cependant, beaucoup d'auditeurs comprirent le sens de nos émissions, et les lettres reçues depuis nous indiquant combien étaient réconfortantes nos communications pour les broussards, les isolés, sont pour les camarades qui s'occupaient de la marche du poste et pour moi-même la meilleure des récompenses à nos efforts. Le ralliement autour du général de Gaulle devenait une nécessité évidente,
à laquelle s'adaptaient tous les Français qui ne capitulaient pas. Donc, un autre extrait où il raconte ses relations avec le gouvernement plutôt favorable à Vichy à l'époque. Il nous fut alors ordonné de ne passer que les entrefilets censurés des journaux belges et les communications officielles. Malgré cela, le ton, vous avez pu entendre celui de mon grand-père dans le disque, et quelques commentaires discrets aidants, il nous fut possible de faire comprendre bien des choses à nos auditeurs. Vous verrez le commentaire distrait dans le passage qui a provoqué les arrêts de mon grand-père, la mise aux arrêts les jours des Trois Glorieuses. Vous verrez que c'était peut-être pas si discret que cela. Cependant, il importait de donner un tour de plus en plus précis à nos appels. Depuis un certain temps, je m'attendais à être arrêté. Une démarche avait été faite discrètement près de moi par un officier de l'entourage du général. Mais si les tracts distribués en ville pouvaient tenir au jour le jour, au courant des événements, les habitants du chef-lieu et des environs, il fallait plus que jamais que la radio renseigne les broussards sur les sentiments qui nous animaient. Alors, à propos de tracts, j'ai un de ces tracts, diffusé à Brazzaville et lu à la radio. J'ai aussi le texte de ce tract comme un des documents lus à la radio par mon grand-père. Alors, c'est un tract qui est un tout petit peu plus tardif que ceux dont on parle ici, puisqu'il est daté, d'après les trois journées dont nous allons parler, il est daté du 8 septembre 40. Mais c'est important parce que cela montre qu'après cette résistance des premiers jours, Radio Club a été, par la voix de mon grand-père, la première radio française de la France libre, qui inlassablement a expliqué, commenté, soutenu le ralliement au général de Gaulle et appelé à poursuivre la lutte. Alors ce tract, qui est, vous voyez, assez long, parce qu'il fait quand même 3 bonnes pages, sur l'imprimerie du gouvernement général. Je vais vous en lire quelques extraits. C'est un tract qui s'appelle « Précision » et qui donc explique pourquoi il faut rallier le mouvement du général de Gaulle. Je vous rappelle avant de le lire qu'il est de septembre 40. En France, il n'y a pas en France de gouvernement légal. Il n'y a plus de président de la République ni de chambre de représentants de la nation. Le gouvernement de Pétain ne s'appuie sur aucun acte constitutionnel et n'est qu'un organe de transmission au peuple français des ordres d'Hitler. Il s'ensuit que les actes de ce gouvernement n'ont pas de valeur légale et que les fonctionnaires nommés par lui n'ont en réalité aucune autorité légale. Souligné. La France métropolitaine est tout entière sous la domination ennemie. Hors de France, de nombreux Français refusant d'accepter les décisions du gouvernement Pétain se sont déjà groupés en Angleterre autour du général de Gaulle. Ils ont reconstitué une armée française indépendante, souligné, et non pas, comme on a essayé de le faire croire, des divisions annexées à l'armée anglaise. Continuons l'œuvre entreprise et dirigée par le général de Gaulle, souligné, chef respecté de tous les Français des diverses colonies, se déclare Français libre. Pardon, chef respecté de tous, les Français des diverses colonies se déclarent Français libres, souligné, et veulent arracher à l'ennemi le sol de leur patrie. Ils estiment n'avoir pas à obéir aux ordres d'Hitler qui leur sont transmis par le soi-disant gouvernement de Pétain et les fonctionnaires domestiques de celui-ci. C'est en septembre 40 et je crois que le ton est suffisamment énergique pour montrer que ce ralliement de l'Afrique a été fait avec une volonté et un engagement fort. Ce rôle premier de Radio Club est confirmé par un article du journal AEF du 11 janvier 1945, écrit lors de la dissolution de l'association Radio Club. En voici l'introduction, puis la conclusion. Donc voilà l'introduction. Le Radio Club n'est plus. C'est avec regret que nous voyons disparaître ce nom que nous entendions chaque jour et qui évoquait pour nous tant de souvenirs des époques anciennes et des journées fiévreuses où s'est décidée la rentrée dans la guerre de l'AEF. Il convient, au moment où l'association du Radio Club est dissoute, que nous rappelions en quelques mots les débuts de cette station d'émission et le rôle qu'elle a joué, qui, si les historiens sont justes, lui fera donner une honorable place dans l'histoire de l'Afrique française libre. Dès l'armistice s'affirmait le rôle patriotique de la station. Après entente avec le médecin général Cissé, qui à Brazzaville était reconnu comme le chef du mouvement gaulliste, le docteur Bizien prenait seul la charge des émissions.
Il fallait faire comprendre à tous, malgré la censure, que la capitale de l'Afrique équatoriale voulait rester française et suivait le chef qui s'était révélé. Il fallait combattre la propagande défaitiste de Vichy et rendre unanime sur le territoire l'adhésion au mouvement de la libération. Et voilà la conclusion, donc ça c'était le début, et voilà la fin de cet article du journal AEF de 45, de janvier 45. Les services rendus à la France libre par ce poste ont été réels. Il a facilité l'union entre les Français d'AEF. Il a convaincu des hésitants, rendu le courage aux isolés, manifesté à ceux qui dans d'autres colonies étaient encore sous la férule allemande que la résistance demeurait. Le Radio Club a vécu, il fut le premier poste d'émission français qui mena le combat pour la France libre. Et aussi le premier poste d'émission français libre, le premier poste français où parla le général de Gaulle. À ces titres, nous devons en garder le souvenir. Alors maintenant, plus précisément, les Trois Glorieuses de l'Empire, vécues de l'intérieur. Alors je vais vous lire des passages un peu longs, mais je crois qu'ils vont vous montrer exactement à la fois l'intérêt de ces documents et comment ces hommes ont vécu de l'intérieur ces 3 jours. C'est les récits croisés de M. Boileau d'un côté et de mon grand-père sur des faits qui ne sont pas connus, je pense, actuellement des historiens. Et je pense que les documents que je vais vous lire sont uniques d'un point de vue historique et j'espère qu'ils pourront être exploités. Voilà d'abord le récit de M. Boileau sur ces 3 jours. Le dimanche 25 août 1940, le docteur Bizien lit un article pourtant censuré du Courrier d'Afrique, favorable aux Anglais. Cela passe à l'émission de 19h. À 20h, au moment où nous quittions tous deux la station, une voiture arrive et le commandant Sacquet, chef d'état-major, notifie au docteur Bizien qu'il est mis aux arrêts de rigueur jusqu'à nouvel ordre, par ordre du général Husson. Le docteur Bizien me quitte en me disant « Adieu mon vieux, à partir de maintenant il m'est interdit de parler à la radio. Je suis aux arrêts, trouvez un autre speaker. » À quoi je réponds « Si vous ne continuez pas à parler, je suspendrai les émissions. » Et cela devant Sacquet. Le lendemain, lundi 26 août, à 17h, je me rends chez M. Soubirou Pouetz, président du Radio Club, pour le mettre au courant des événements de la veille. Nous sommes d'accord pour supprimer les émissions en guise de protestation. Pendant notre entretien, arrive M. Courret, en service aux affaires politiques, qui me prévient de me tenir sur mes gardes, que l'ordre est signé depuis 17h de réquisitionner le Radio Club et que le lendemain, je recevrai la notification de quitter la radio en y laissant tout le matériel. Et il ajoute « En ce qui vous concerne, méfiez-vous ». Le soir à 19h, je vais mettre la station en route. Je joue la Marseillaise et j'annonce au micro que notre émission est terminée. Cela n'était pas au goût des autorités, je l'ai su par la suite. Celles-ci se promettaient bien de me faire payer cet acte d'insubordination. Le mardi 27, à 6h du matin, je commence à démonter le poste de 150 watts et au fur et à mesure que les pièces et lampes de ce poste sont enlevées, je les fais porter, moitié à mon domicile et moitié au bureau de M. Soubirou Pouetz. Les dernières pièces passent sous le nez de 18 tirailleurs et de leur chef que l'on vient d'envoyer au Radio Club, munis de 2 fusils mitrailleurs. Les fusils mitrailleurs sont mis en batterie devant les portes de la station et le sergent me remet un pli, m'enjoignant de quitter la station immédiatement et de n'y revenir sous aucun prétexte. La note stipule que je ne dois rien emporter et est signée de Husson. Cela n'a aucune importance, le matériel est déjà parti. Il ne reste plus à la station que le petit poste de 50 watts que j'ai réduit à la moitié de sa puissance. Ce ne sera pas un instrument bien dangereux entre les mains des vichistes. D'autre part, j'ai desserré les lames du quartz du pilote. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je pense qu'il avait saboté la radio. Je peux m'en aller tranquille. À 15h30 le même jour, je reçois un pli du général Husson m'ordonnant de me rendre à la station à 19h et de mettre les appareils en route. Il doit prononcer une allocution. À 18h45, je mets en marche le poste sans modifier quoi que ce soit. On ne l'entend pas bien loin. À 18h55 arrive le général Husson accompagné d'un attaché de cabinet. Ce dernier me demande d'annoncer le général au micro. Je refuse en faisant remarquer que le speaker est aux arrêts de rigueur et que je ne peux pas parler au micro et surveiller les appareils. Il annonce donc le général qui prononce son discours thermométrique. Il recommande à la population de ne pas écouter les nouvelles lancées par les dissidents
et invite ses auditeurs à une stricte discipline, leur demande d'avoir confiance en Boisson et en lui. À la fin de cette allocution, je me précipite au micro et j'annonce que l'émission est terminée. Husson aurait pu chanter la Tosca, c'était son dernier jour. Le lendemain, nous nageons dans la joie. Je remets le poste à sa puissance normale, car j'ai été avisé dans l'après-midi que le colonel de l'Armina viendrait à 19h parler au micro. Ce soir-là, notre sympathique speaker est revenu à la grande satisfaction des auditeurs. Le 2 septembre 1940, un auditeur de Pointe-Noire lui écrit « Je tiens à vous dire combien nous avons été heureux d'entendre de nouveau votre voix à la radio après 2 jours d'interruption. Du reste, de nombreux hommages viennent récompenser le docteur Bizien de son dévouement. On peut dire sans crainte d'exagérer que tous les auditeurs sont suspendus à ses lèvres. » Le 28 août 1940 débutent les émissions régulières de la France libre. Voilà donc le récit de M. Boileau. Et en contrepoint, voilà maintenant le récit de mon grand-père, avec des extraits de 2 récits différents qu'il fait et qui croisent celui de M. Boileau. Enfin, le 25 août, se produisit l'événement inévitablement attendu. Un article en première page d'un journal belge indiquant que les avions de l'Afrique du Nord se rendaient par ordre en France pour y être livrés aux Allemands était censuré. Mais, bonne aubaine, en 2e page, le censeur avait laissé passer un entrefilet indiquant qu'un avion militaire français s'était rendu d'Alger à Gibraltar pour ne pas être livré aux Boches. Je lus gravement et complaisamment ce passage non censuré. Vous voyez, quand il expliquait la discrétion de ses interventions, je crois que ce document lui donne un petit peu tort. Donc je lus gravement et complaisamment ce passage non censuré, mais ne fus nullement étonné de voir arriver le chef de bataillon Saquet, chef d'état-major du général Husson, m'apportant un pli dans lequel j'étais mis aux arrêts de rigueur, sans date limite, 40 jours, appris-je ensuite, et recevais l'interdiction de parler à la radio. Je ne pouvais que m'incliner. Cependant, un gros ballot de tracts avait été déposé le soir chez moi. Le sortir moi-même était impossible, ma maison étant gardée. L'expédient nécessaire fut trouvé par la fille d'un de mes amis, qui, en uniforme de guide, de scout féminin, passa sous le nez de mes gardiens, avec au dos son sac de camping bourré de tracts. Les 2 jours suivants me parurent longs, malgré une entrevue peu cordiale avec le général Husson, qui me déclara vouloir prendre comme otage ma femme et mes enfants, et les diriger par avion sur Dakar à la première manifestation gaulliste de ma part. Ça, j'avais entendu le récit de ma mère et de ma grand-mère, puisqu'il était prévu qu'elles partent en pirogue, qu'ils traversent le Congo pour fuir cette prise d'otage. Enfin, le mercredi 28 août, le coup de main préparé avec tant d'espoir et de foi patriotique eut lieu. La veille encore, sur un poste habilement saboté et réduit à une puissance infime, vous voyez comment les 2 récits se croisent, le général Husson parlait au micro et annonçait un nouveau discours pour le lendemain. Ce ne fut pas lui qui prit la parole. Le poste de Radio Club retrouva ce jour-là toute sa puissance, et je n'oublierai jamais avec quelle émotion, le soir, j'ouvris l'émission par ces mots. Brazzaville, Congo de la France libre, station d'émission du Radio Club. Vous allez entendre le colonel de l'Armina. C'était la première fois que d'Afrique s'élevait la voix des Français libres. Alors ce texte, c'est un résumé qui a été lu à la radio le 14 août 1943, et qui est écrit par mon grand-père. Voilà donc ces 3 jours riches en événements et en émotions qui marquent, je crois, bien la place qu'a occupée cette radio. Et après ces 3 jours, que devient Radio Club ? Eh bien d'abord, Radio Club devient officiellement la radio de la France libre. Et ça, c'est un passage de l'histoire qui n'est pas connu. Quand on parle de la radio libre, on parle de Radio Brazzaville. Eh bien, pas tout à fait. Il y a eu un moment où la radio libre de Brazzaville, c'était Radio Club. Et où mon grand-père en était le speaker. Et je suis très fier de cela. Voilà donc un extrait du journal de l'AEF. C'est Boileau qui écrit cela. La radiodiffusion officielle est assurée par le Radio Club. La partie administrative est confiée au brave Ribes, depuis hélas décédé. La partie technique est assurée par M. Boileau. La direction des émissions, prise par le médecin commandant, alors il y a une erreur, il était déjà colonel, Bizien. Le 30 août 1940, le colonel de l'Armina donne des ordres à tous les services pour aider matériellement le Radio Club.
Le rôle du Radio Club n'était pas terminé. Chaque soir, des nouvelles et des documentaires étaient diffusés. Peu après, un service d'information encore bien modeste était dirigé par M. Ciavaldini. Le 25 octobre 1940, le général de Gaulle, visitant la Radio Club, exprima sa satisfaction de la tâche accomplie à M. Boileau et au docteur Bizien et annonça l'arrivée prochaine des frères Desjardins. À la même époque commencèrent les essais du grand poste de Radio Brazzaville, où chaque soir à 21h jusqu'au début de décembre, le papier du jour était lu par le docteur Bizien après l'émission du Radio Club. Le 8 décembre 1940, le service des informations de la France libre, dirigé par le capitaine Desjardins, se substituait à Radio Club pour la diffusion des nouvelles et des commentaires. Radio Brazzaville était née. Alors voilà comment mon grand-père décrit son activité à Radio Club jusqu'en décembre 40. Chaque soir, je préparais l'émission composée des nouvelles recueillies dans les journaux belges ou entendues à l'écoute, et d'un ou plusieurs papiers. Ceux-ci étaient rédigés particulièrement par le docteur vétérinaire Malbran, quelques bénévoles qui parlaient plus qu'ils n'écrivaient, Bégou, Chambon, Drou, le médecin général Cissé, parfois le général Delarminat, et enfin moi-même. Vers 16h, je me rendais au bureau pompeusement baptisé Information. J'y trouvais quelques notes provenant du Haut Commissariat ou du gouvernement, un papier quand il y en avait un. Je découpais les nouvelles intéressantes dans les journaux du jour et, au besoin, rédigeais rapidement un petit laïus si les éléments manquaient. Donc c'est ces textes-là aussi que j'ai. À 19h, je parlais à Radio Club. En fin octobre, le poste de Radio Brazzaville commença ses émissions. Et chaque soir, à 21h, après avoir parlé au Radio Club, je m'y rendais pour y lire le papier du jour. Dès septembre, le médecin capitaine Dupuis alternait avec moi au micro du Radio Club. Il assura aussi par la suite une émission au poste radio belge. Cela dura, en ce qui me concerne, jusqu'au mois de décembre 1940, époque à laquelle je quittais Brazzaville. Il continue ainsi, des lettres d'auditeurs de différents endroits, avant et après le 28 août 1940, prouvent combien notre effort a été utile. L'idée mise en train par Boileau, Ribes et moi-même aura permis à beaucoup de ne pas se sentir isolés au moment où un problème de conscience se posait, pour lequel bien des éléments pouvaient manquer à nos broussards. Par la suite, notre compte-rendu quotidien de la capitale de la France libre et les considérations qui nous a été données de diffuser auront permis à certains de réfléchir. La propagande, et peut-être surtout la propagande par la radiodiffusion, est une arme. Nous garderons l'orgueil, au moment critique, d'avoir servi de notre mieux. Voilà, et puis pour conclure cet exposé, je voudrais laisser les derniers mots à mon grand-père et vous lire un passage du discours de Radio Brazzaville du 27 août 1944. Un discours donc de commémoration, 4 ans après, au moment de la libération de la France. Et voilà ce qu'il écrivait, et donc j'aimerais terminer sur ce passage. En ces journées où nous voyons enfin se réaliser la délivrance de la France, que depuis 4 ans nous attendons, il est juste que, faisant un retour en arrière, nous nous reportions aux 3 journées qui ont décidé de la mise en route du mouvement de libération, en redonnant à la France une partie de son territoire. C'est à vous, mes camarades, qui avez préparé et accompli les gestes nécessaires au Tchad, au Cameroun, au Congo, c'est à vous qu'aujourd'hui je veux particulièrement m'adresser. En cet anniversaire de journées qui resteront dans l'histoire de France, au moment où la France tout entière brise ses chaînes, nous pouvons, mes camarades de lutte, nous devons regarder vers le passé, nous étreindre les mains et nous dire « nous n'avons pas agi en vain ». Certes, notre rôle est plus effacé, plus modeste que celui de beaucoup de France. Il n'en reste pas moins que si peu d'entre nous ont risqué le poteau ou le bagne, notre effort a eu une importance capitale qui a décidé en bonne part du sort de la guerre en Europe. Réfléchissez à ce que serait devenue entre les mains des hordes germaniques une Afrique dont tout le bloc français aurait obéi aux ordres de Hitler transmis par Pétain. Pensez aux répercussions qui s'en seraient suivies sur les autres territoires d'Afrique. Et demandez-vous si nous aurions jamais pu espérer la libération des rives de la Méditerranée, d'où s'élancent maintenant nos armées victorieuses. Nous avons à juste titre le droit d'être fiers de notre geste. Ainsi que l'a dit le général de Gaulle, nous avons ouvert la plus belle page du livre, la première.
À l'époque où le peuple français, désorienté et assommé par la catastrophe imprévue, devenait une proie possible pour les complices de l'Allemand et cherchait dans l'abîme un soutien, le chef qui seul a été capable de créer un noyau de résistance apparut et a parlé. Nous avons été de ses fidèles dès le premier jour. Nous avons compris que les forces de la nation, éloignées du désastre, pouvaient et devaient reconstituer des forces de combat. Derrière le général de Gaulle, nous avons décidé de continuer la lutte et d'arracher aux autorités vichistes, collaborant avec l'ennemi, le territoire que la France avait confié à notre patriotisme. Il y a 4 ans, lorsqu'à ce même micro, j'annonçais « Ici Brazzaville, Congo de la France libre », et que le général de l'Armina y prenait la parole au nom du général de Gaulle, nous avons compris qu'un événement nouveau, dont nous étions les artisans, intervenait dans la destinée de la France. Camarades, patriotes de 1940, nous pourrons rentrer à nos foyers le front haut, nous avons fait notre devoir. Bien, ben je crois que nous pouvons remercier très chaleureusement Anne Fraisse pour cette magistrale leçon d'histoire, d'une rigueur méthodologique parfaite, en particulier dans l'utilisation des documents. Non, blague à part, je crois que nous avons eu la chance de voir l'histoire s'écrire en direct. Voilà, hein, c'est-à-dire avec des documents vraiment neufs, très forts, très intéressants, et qui apportent vraiment des informations absolument décisives. Si vous permettez, cette présentation m'inspire toute une série de réflexions, mais je pense qui sont partagées par nos spectateurs, ou par nos auditeurs, disons. D'abord, effectivement, l'exhumation du rôle très important de certains personnages qui ne sont cités, dont votre grand-père, bien sûr, ou le docteur Boileau, qui ne sont cités, je vérifie encore avant de venir, dans aucun livre d'histoire, et dont on s'aperçoit que ces rôles, précisément, ont été très importants. Deuxièmement, alors sur Radio Club et ensuite Radio Brazzaville, ce que vous apportez est totalement neuf, hein, et je crois qu'il faut réécrire toute une série toute une partie du moins de nos ouvrages, et à commencer par le dictionnaire de la France libre, effectivement, qu'il s'agisse aussi bien de points techniques très précis comme la puissance des postes, bon voilà, ou tout simplement donc, sur l'histoire même du Radio Club, sur le contenu des textes qui sont lus, vous apportez vraiment des choses totalement nouvelles, et bien voilà, l'histoire s'écrit en direct et vous renouvelez profondément ici l'historiographie. Et enfin, sur le tract très intéressant que vous avez cité, septembre 40, hein, c'est bien cela, début septembre 40, tract très intéressant. Alors, je forme une hypothèse ici, il me semble qu'il a dû être rédigé par Géraud de Galassus, qui était à l'époque le directeur du personnel de l'AEF. C'est probable, enfin je n'en suis pas certain, mais c'est probable. Mais ce qui est très intéressant, c'est que donc ce texte date de septembre 40 et il préfigure vraiment les arguments juridiques qui seront développés par Pierre Tissier et par René Cassin dans la fameuse déclaration organique du 16 novembre 1940, donc 2 mois plus tard. Tout y est déjà, toute l'argumentation du Vichy, non seulement illégitime mais illégale, est déjà présente dans ce texte, et ça c'est tout à fait nouveau. Et alors, en guise de conclusion, enfin si je peux me permettre, puisque donc nous nous adressons peut-être à des familles de Français libres, ne jetez rien, surtout ne jetez rien, conservez les greniers, les archives, nous les connaissons. Oui, 8 septembre 40, voilà, donc vraiment très intéressant. C'est qu'effectivement les textes sont datés, donc les ça textes permet sont datés, vraiment voilà. d'avoir la chronologie des événements. Donc voilà, cette moisson alors, est peut-être exceptionnelle, peut-être que dans tous les greniers ne dorment pas des documents d'une telle importance, mais vraiment, pour avoir fréquenté un petit peu les Français libres, j'ai pu prendre la mesure aussi des archives familiales, enfin de l'importance des archives familiales, des archives privées qui existent et qui sont de véritables trésors, même si là c'est plus qu'un trésor. Là c'est vraiment presque une page d'histoire qui se touche. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette belle conférence et surtout pour cette leçon d'histoire et de renouvellement historiographique très important. Eh bien, merci beaucoup à Anne Fraisse et Jean-François Murassol pour cette conférence qui montre bien effectivement que l'histoire s'écrit toujours, en tout cas à la découverte de ces documents précieux. Et c'était aussi l'occasion de mettre la lumière sur un Français libre ô combien important et puis donc largement méconnu, on l'a mesuré aujourd'hui, donc Gaston Georges Bizien, donc le médecin colonel sur ces Radio Club et Radio Brazzaville. Encore merci beaucoup.
Au revoir. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Je répète, blessent mon cœur d'une langueur monotone.